bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right cord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays a song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let them feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit. I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. Osama qui gagne énormément d'avant. Osama, I'm ready to explode. I'm ready to explode. Bon, ça, il va directement. Qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but it's back huge. He's just too strong. It awakens here. Massive kill coming in. It awakens now. It was just cinema. Welcome to MSI. Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour une nouvelle journée de MSI, une nouvelle folle nuit nous attend sans doute aujourd'hui avec deux BO5 comme hier et comme pour toute la fin de cette semaine. Bienvenue sur OTP dans le Before, une heure de discussion et de sujets pour se mettre dans l'ambiance. Une nouvelle journée de MSI, une journée ma foi fort importante puisqu'aujourd'hui on va perdre du monde. On va perdre du monde, voilà, c'est un peu ce qui nous attend dans les prochaines journées. On va perdre des équipes, on pourrait perdre une équipe européenne. Aujourd'hui, on va en discuter bien sûr. La situation des G2 est précaire, mais ce n'est pas totalement condamné de leur côté. Pour m'accompagner dans ce Before, eh bien, ma foi, de l'âge, bah ouais, Yellow, bah ouais, t'es même pas là pour rajeunir le crew. On est de la même génération. C'est vrai. Bienvenue au club. Écoute, super content d'être là. Et comme tu l'as dit, on a le droit à quand même 4 régions différentes aujourd'hui. On a EU contre NA et après on a Corée contre Chine. Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez sympa au niveau de la programmation. Et Yellow, comment se passent ces nuits ? Chaudement, et après, parfois on essaie de s'adapter. Hein. Moi, en général, je me lève plus vers 7h, tu vois, et là, je me couche à 7h, en fait. Ça, c'est sûr que ça fait un peu bizarre, hein, version totale du rythme de vie. Messieurs, on s'est vu il n'y a pas si longtemps. Ouais. On s'est vu aujourd'hui, quoi. On s'est vu aujourd'hui. C'est vrai, ce matin, au petit matin, à 6h du mat, ouais. Je suis explosé. Je suis vraiment explosé. Mais tu vas être d'autant plus créatif. Bien sûr, très créatif. Ça y est, c'est terrible. Voilà. Comment ça l'est ? J'ai calé là. Tu remasterises le français. Regardez la créativité, les amis. C'est pas le double 3-2. Absolument. Non, mais c'est une vraie soirée insane de League of Legends. Pour le coup, EUNA, LCK, LPL, les amis, on va manger de la dinguerie ce soir, c'est sûr. Noah ? Du coup, toi, la nuit, ça a été ? Bah, moi, ça chill, hein. Ça y est, de toute façon, j'ai fait les 4 jours de suite, donc moi, je suis dans le rythme en vrai, hein. Ça y est. Alors, je suis un peu fatigué quand je me lève vers 13h, c'est vrai, mais après, vers 20h, je commence à rentrer dans mon rythme. T'es pas allé faire du sport avec Marex quand même aux aurores ? Je me suis éclaté le genou. C'est vrai. Mais attends, ils sont vraiment allés, Splinter et Marek sont vraiment allés. Splinter, Ryan, notre CM, et c'est Ryan Marek, ils sont allés. Ils sont vraiment allés au sport là en sortant. Ouais. Oh, c'est de la motive. Ouais. J'ai hésité pendant un moment à aller courir et tout, genre 6-7h du matin, c'est le bon horaire, hein, n'empêche, tu veux que ce soit frais ? Il fait frais, ça, nul doute les amis, on espère qu'il fera pas frais pour G2 ce soir, bien sûr. Je vous propose de se remettre en tête les images de la journée d'hier. Étiez-vous là ?
du début à la fin. Oui. Oui. Alors nous, ici, oui, bien sûr, mais vous, public, je ne sais pas. Et donc voilà de quoi vous rafraîchir la mémoire avec ce MCOI contre BLG. Ma foi, un match où on avait de l'espoir, Twix, Ouais. mais ça fait 3-1 pour BLG. Oui, un match. Ah d'accord, un BO dans lequel on a pu avoir espoir. Ouais, Parce dans que ce l'ensemble, match-là, dans le BO, pas tellement en réalité. C'était une introduction qui ne respectait pas les règles d'usage. C'est-à-dire que la game 1, normalement, elle est gagnée par l'équipe Underdog, suivie de 3 fessées. Là, il y a eu une petite claque en game 1. La game 2, ma foi, glorieuse performance européenne. Parce qu'il fallait aller la chercher bien naturellement, mais surtout ça a nécessité quelques plays bien clutch de pick signature tels que le laser de Jojo Pion ou surtout la Kaisa Tsupa. On en a pensé quoi de Koi sur cette game Yellow? Je pense qu'ils ont été très convaincants. Ouais, ils ont été convaincants. De manière générale, j'aime bien leur style de jeu, leur draft aussi, parce qu'ils ont quand même pas mal d'engage, d'outils pour aller chercher les adversaires. Elioya, on voit qu'il garde son pick assez tardivement dans la draft pour aller chercher des bons match-up en jungle. Mais voilà, c'était vraiment un test contre les équipes chinoises qui, eux, n'hésitent pas à prendre des picks early game et qui arrivent à bien s'exprimer. Parce qu'en général, en Europe, on peut avoir tendance à avoir un Koi qui peut être dominant si jamais ils ont une bonne draft, alors que là, ils sont directement punis par BLG en game 1. Et là, malheureusement, sur cette game, c'est pas passé. Très dur. Elle devait être gagnée celle-là. Hein. Elle devait être gagnée. Ouais. Mirwin qui fait une game de zinzin jusqu'au moment où il fait une erreur, il se fait pick up, c'est un push mid. Ouais, c'est vrai que la fin est anticlimatique au ouf. possible. Absolument, surtout qu'il y avait une Kalista à laquelle on ne croyait pas, qui avait fait une game absolument folle. Et là donc l'entrée des titans CFO du coup, dans la compétition, les légendes du First End face aux champions du monde en titre. Champion du monde en titre en full chilling, on peut le dire quand même, ça a bien chill dans les premières games de la série, avec des CFO qui naturellement avaient les crocs et ont déjà commencé à scorer pas mal de hauts faits. Faker en slip, bien sûr, face à un Swain notamment, Oui. qui l'a mis très mal, et un pentakill sécurisé par Dogo. Bref, il y a eu de l'événement. Noah, T1 a stacké un peu des games pour se chauffer. Ouais, ils ont été nazes, comme tu le dis. Là, avec. Alors, surtout, bon, pour être plus sérieux, des compos ultra scaling qui se font bouffer en early game, comme vous pouvez le voir avec le Jax, Rise, Wukong. Ils ont eu très chaud parce qu'il y avait la première balle de match même qui est partie du côté de CFO. Après cette game. Mais tu imagines, sur la première game, s'il n'avait pas à l'Atakan, Ouais. je me dis, ça aurait pu être un 3-0. Tu revis des souvenirs, mon cher Bora, quand tu vois T1 qui gagne en 3-2 à l'arraché. Bah, franchement, moi, je suis pas. Enfin, j'en pouvais plus. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, s'ils le font aussi souvent, c'est qu'il y a forcément quelque part de la volonté. Ouais, il y a de la volonté, mais de l'autre côté, franchement, j'étais étonné par CFO qui n'arrête pas de monter en puissance depuis le first end, et ils ont été quand même assez impressionnants. Mais bon, comme tu dis, T1, ils sont full chilling. Paker, il attend. Felker, Il attend les words. Il a bien entendu, le KDA de ses 3 premières games, il est cataclysmique, il nous a plié des 1-8. C'est mieux sur le Oriana. Ouais, c'est mieux sur la Oriana. C'est vrai que Oriana. si tu regardes maintenant la conclusion du BO et la dernière game, c'est un massacre. C'est un massacre, c'est un des plus gros stompes, si ce n'est peut-être même le plus gros stomp du MSI, parce qu'on était quand même sub 25 minutes au niveau de la victoire. Et sub 25 minutes, les amis, on voit pas ça tous les jours. Ouais, c'est plutôt rudement efficace. D'ailleurs, Pixou, tu vas pouvoir. Tu vas nous détailler un petit move réalisé par Keria dans avec cette plaisir. game. Parce qu'on voit pas beaucoup de Tam Kench. Et voilà, il y a des choses, on se dit. Comme ça, de prime abord, on se dirait, oh, Tam Kench, il n'y a rien à faire avec ce champion presque, à part dévorer ton allié. Keria nous a fait un petit play qui amène le champion dans une autre dimension. Messieurs, le bracket, bien sûr, qu'on vient de voir, et Twixou, vas-y, montre-nous un peu ce qui se cache derrière le pick Tam Kench. Quel genre de folie peut-on faire lorsqu'on a des doigts en or comme Keria? Franchement, des choses absolument magnifiques, parce que Tam Kench, c'est déjà un champion qu'on voit pas si souvent, et quand on le voit, c'est généralement dans des scénarios niches. G2 le pratique un petit peu, notamment dans les compositions anti-Vi. Mais lorsque Tam Kench lorsque Keria prend justement Tam Kench, c'est pas véritablement une question d'interaction favorable avec l'ultimate, c'est surtout une espèce de bulldozer qui fait des choses
qui serait normalement pas permise. Ça ressemble un peu à un Mundo, finalement. On va regarder donc l'explosion un petit peu de la game, puisque c'est le play qu'on peut estimer comme étant le break du match, quand bien même, bien sûr, les T1 étaient déjà dans une posture hyper encourageante dans le match. Il y avait un peu d'agressivité au niveau du mid, avec Onkyu qui était en permadachine. C'était assez stylé. Alors, le Tahm Kench, parlons du scénario, des conditions de draft de ce dernier. Il n'y a pas véritablement d'engage ciblé ou vraiment de combo indodgeable, style Camille, style Vi, dans la composition des CFO. C'est plus une question de protection de pics statiques, véritablement, mais également, vous allez le comprendre, de la puissance en escarmouche. Allez, assez parlé de théorie, regardons la pratique. Situation de carte maintenant. Regardez plutôt, CFO qui converge donc vers le top side, qui va être le théâtre du prochain affrontement. On a ici un petit ABS, on a ici un petit ABS, on a ici une Jinx qui n'est pas véritablement dans le play, même si elle peut participer à la Rocket. Vous le verrez bien. Situation très encourageante, bien sûr, pour les CFO. C'est-à-dire qu'on a une Orianna accrochée à sa tourelle, faible en point de vie, avec une Tristana devant, ulti up dans quelques secondes pour Onkyu, et du backup derrière. Évidemment, scénario de Dave qu'on voit arriver de manière assez simple, qui est lu bien sûr par Kiria, survivant d'un trade précédent. Et ici, c'est une question d'anticipation, tout simplement. Donc double combo, plutôt pas mal organisé de la part de Dogo et K-Wing, avec Ulti Rakan pour essayer de trigger, mais la dévoration était là. Une fois qu'on a commit sur le play, la téléportation arrive, il s'agit du Jace de Doran, et après ça réengage. Ça emmène même le bro faker au milieu de la mêlée. C'est dire à quel point on est confiant dans le move. Ça le recrache. Alors, moi, je dis que c'est Tahm Kench. Je dis que c'est Kiria qui le recrache dans sa direction et pas forcément Faker qui clique là-bas. C'est le bon endroit. C'est le bon endroit, quoi qu'il arrive, peu importe qui a pris la décision pour éviter, bien sûr, un rappel de plume trop catastrophique. Et là, bien sûr, le play est complètement désamorcé. On est accroché par un Tahm Kench qui n'a quasiment plus de points de vie, mais qui, pour autant, reste hyper actif. Parce que là, on a l'impression qu'il sort de l'échange. Mais non. Il y a encore des gens, justement, à graille. Ça accroche. On a un Doran, quand même, qui est extrêmement fort. Rebait de Onkyu juste derrière. Avec le combo qui passe. Faker qui se repositionne sur la tourelle. Et là, on a Honor, Doran, bien sûr, qui sont complètement accrochés à Rest. Et Kiria qui va aller leash jusqu'au dernier kill. Puisque Kiria, bien sûr, c'est un gourmand. Et donc, voilà, une petite léchouille, histoire d'avoir les 48 gold qui lui manquaient probablement à l'acquisition d'un autre objet. Bon, ça, c'est les premiers moves. Anticipation, donc, avant tout, une des grandes qualités du TK de Kiria. Second move maintenant, et là, on va vite comprendre que la domination, la posture, c'est un petit peu la clé. On va repasser en vitesse normale. Qu'est-ce qu'on voit sur la map à ce moment précis? Ce qu'on voit, c'est une Tristana en full push, mais la priomide, les gars. La priomide. On sait que la priomide, bien sûr, quand tu veux mettre de la pression sur les sides, c'est un petit peu la condition clé, parce que si l'équipe adverse peut s'avancer jusque-là, elle a évidemment un boulevard pour rotate et aller défendre ses sides. C'est pour ça que la priomide est aussi importante. Et donc, justement, on chope un petit peu des joueurs qui font des choses illégales, entre guillemets, avec surtout un petit Junjia qui n'est pas véritablement spot ici, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de vision qui traîne et que normalement il la dodge, mais dès qu'il va passer par ici et être vu par ses minions, vous allez voir que il va pas avoir d'autre solution qu'une mort pas honorable du tout. Donc là, évidemment, main dans le sac, bonjour monsieur, intervention, on sait que ça back, on sait que ça veut se casser, traverser des abysses, c'est complètement contrôlé. Vous allez vers le nord, vous mourrez contre le PVE, c'est une bonne chose. Play accroché, play validé. On enchaîne maintenant sur la conclusion finale de cette game numéro 5 entre CFO et T1. Et encore une fois, position au corps à corps. Moi, j'ai l'impression que c'est un Tahm Kench aussi qui a à cœur de bait. Mais moi, le truc que je trouve toujours impressionnant avec Kiria, avec Tahm Kench, en fait, c'est au-delà des dévorations et tout. En fait, c'est juste, j'ai l'impression qu'il a une conscience de sa tankiness. Sa vraie tankiness. Qui est vraiment au-delà. Après, il touche tous ses Q, ce qui aide à être plus tanky, bien entendu, avec le sustain. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il sait vraiment jusqu'où il peut aller avec ce champion, plus que n'importe qui. Exactement, il sait quand est-ce qu'il peut chase et quand est-ce qu'il n'y a pas véritablement de danger capable de le menacer. Mais surtout, c'est un joueur qui vient bait en fait les capacités d'initiation adverses, parce que Tahm Kench arrive en tant qu'énorme stat shaker, te balance quelques léchouilles, te setup en douceur, parce que c'est un slow qui est quand même assez violent, qui peut aider à l'end des skill shots, particulièrement ceux de Jace et ceux d'Orianna. Et donc, ça permet justement de faire craquer
en fait l'adversaire. Et là, il joue le Nocturne pour le Ryan Faker. Oui, il joue le Nocturne pour Ryan Faker. La Shockwave qui est connectée, bien sûr, à ses fesses. Et là, on va conclure le play tranquillement avec un très joli drive-by de Honor qui vient dodge ici et atteindre la cible prioritaire. Généreux hitbox, on en conviendra, bien entendu. Et là, on penserait qu'on s'arrête, finalement, le Tahm Kench, il continue de plonger, en fait. Il est sous masque tuba, triple bouteille, et il ne s'arrête jamais. Il va aller chill jusqu'à ce que la game se termine, histoire de un petit peu calmer Rest et K-Wing, qui lui auront donné du fil à retordre tout de même dans la série. Bref, Tahm Kench, véritable champion de limit testing, et pas seulement un outil défensif, pas seulement un joker, pas seulement un creuset de Michael, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci Twixou pour ce retour sur un champion qu'on voit peu, Tahm Kench, et qui c'est vrai a été très très bien utilisé du côté de Keria. Pour ceux qui se demandent pourquoi on parle de T1 quand c'est G2 FlyQuest, eh bien figurez-vous que le before c'est aussi notre after à nous, donc ça nous permet de revenir sur les matchs d'hier. Et vous êtes priés de ne pas faire les aigris, les amis, s'il vous plaît. Voilà, demandez gentiment. Mais j'attends beaucoup la combinaison, parce que bon, Tahm Kench, je crois que c'est le deuxième convoi, il y en avait eu un qui était déjà sorti. Mais le petit Tahm Kench Swain, on a vu un Swain, on a vu un Tahm Kench, maintenant les deux ensemble. C'est vrai qu'en Game 5, c'est merveilleux. En Game 5, quand il y a beaucoup de support en moins, ça peut, selon les conditions. Ça reste un support tank. Alors à Engage. Bon, l'engage du Tahm Kench n'est pas si facile à placer. Pas vraiment. Voilà. Mais quand il n'y a plus Braum, il n'y a plus Rakan, il n'y a plus Leona, il n'y a plus Rel, il n'y a plus Alistar, il n'y a plus Nautilus. Faut une forme de dive en face quand même. Voilà. Ça valide un peu le pic. Oui. De manière générale, Tahm Kench, c'est un pic qui est fort en lane. Tu le joues avec des AD carry qui ont quand même pas mal de setup, type Ashe, Varus. C'est fort avec Jhin, c'est fort avec Jinx parce que c'est un hyper carry. Et après en teamfight, tu vois, typiquement contre la compo de CFO, il n'était pas forcément évident à jouer. Quand il y a pas mal de long range, c'est vraiment un sac de frappe. Mais au final, il a super bien joué, il était devant et du coup, il était intuable. Ouais, c'est un peu un tank que tu as envie d'ignorer, bien entendu, s'il est derrière, que tu peux ignorer s'il est derrière, je pense. Mais dans ce genre de spot, c'est impossible en fait. Parce qu'il est en plein power spike, stacking de points de vie. Et si tu le laisses tranquillement taper ta backline, il a sa vatte. Ils n'ont pas les stats pour calmer un Tahm Kench. Il faut vraiment le bon profil de champion. D'ailleurs, à ce niveau, je pense que les gens qui ont joué contre des Tahm Kench top, ouais, mais qui ont subi ça dans des mauvais matchs. C'était ton truc pendant un moment, ça. Je l'ai joué comme Tahm Kench à pétop. Je l'ai joué comme tout salopard qui a envie de faire de l'anti-jeu sur la top lane dans certaines situations, tu vois. Enfin, je veux dire, le champion peut être très anti-jeu dans les bonnes situations. Mais voilà, c'est vraiment une question de stats et de connaître les limites du pic qui sont très bizarre et très particulière, un peu à l'image d'un Mundo. Moi je trouve que ce sont deux pics qui peuvent se ressembler un petit peu, c'est-à-dire que si tu joues vraiment à la limite de tes stats, tu peux faire des choses qui sont absolument fabuleuses, mais si tu n'en as pas conscience et que tu saisis pas les angles, il n'y a rien malheureusement, surtout qu'il y a des mécaniques de stacking sur TK pour avoir le stun qui trigger une dévoration offensive, ce genre de truc. Comment tu manages ta peau épaisse? Est-ce que tu veux jouer la vision pour régène sur tes points de vie gris, ou si tu veux directement proc le bouclier? Enfin voilà, il y a tellement de choses. Oui, d'accord. Bref, un pic qu'on reverra peut-être dans la suite de la compétition, bien sûr. Autre champion sur lequel on voulait rapidement revenir, c'est Sylas, messieurs. La situation de Sylas en Ligue majeure depuis le first stand. On a fait un petit récap du pic et l'air de rien, 61% de win rate sur Sylas en Ligue majeure. Mais c'est colossal. Et pourtant, le pic n'est pas le meilleur en phase de lane, on le sait, mais le clutch factor disponible avec le champion est juste dingue. Et la capacité à jouer en escarmouche. Ouais, c'est évident que Sylas, il est vraiment très fort. Après, je pense que la Fearless aide pas mal, dans le sens où il nécessite quand même quelques bans. Et après, on a les champions qui sont éliminés au fur et à mesure du BO. Et donc, il commence à monter en puissance. Et on a vraiment des beaux combos, typiquement avec Sejuani, par exemple, où vraiment, si on a du CC, c'est un champion qui scale relativement bien. Et pour les escarmouches, c'est très, très puissant. Le Sylas, on a vu, là on a quelques images de Street Faker. D'hier, on a Knight qui nous a sorti un Sylas complètement délirant. Ouais, c'est un mix vraiment entre playmaker et encore une fois stat checker. Si tu n'as pas finalement le DPS requis pour descendre sa barre de points de vie, tu ne vas pas compenser sa régénération et donc pas atteindre finalement le point d'exécution avant qu'il l'atteigne sur toi. Donc c'est un peu un mix des deux. Il y a une vibe de Kassadin playmaker vraiment dans ce champion. Il scale tellement bien avec les objets, c'est vraiment pas le même pic lorsque tu le rencontres à deux items.
Il a une landing phase qui peut être vue comme étant faible, mais en réalité qui tient debout. Elle tient véritablement debout parce Il y a que... les outils. Ah, il se fait savater, bien entendu, mais il a un outil de wave clear, il a un outil de setup, il a un outil de gank, il est très fort en escaramouche, et il a finalement un kit qui dépend de la game qu'il y a avec lui. Énormément de synergie avec beaucoup de champions, c'est une sorte de caméléon. Le véritable champion OP de la mid lane, est-ce que ce serait pas Sylas? Non, c'est Talia. C'est Talia. Ouais. C'est Talia. Et tu veux pas jouer Talia dans Sylas? Tu veux pas, tu veux pas jouer Sylas Sylas dans dans Talia. Talia? Non, tu veux pas, non, tu veux pas. Ah bah c'est On abominable. revoit les images de Knight là qui avaient été complètement ingérables aussi pour les Koi. Ouais, bah dès que tu lui donnes des outils supplémentaires, en fait, son kit de base est tellement fort que peu importe ce que tu vas rajouter, ça va donner une autre dimension aux champions. Et les combos les plus connus, maintenant, on fait déjà le tour du monde. Une mécanique de reset à base de dash comme l'ulti de Harry, c'est vraiment du caviar XXL pour ce champion qui, encore une fois, peut bien profiter de beaucoup de compétences. Du Rakan au Nautilus, en passant par le Horn, en réaccrochant derrière un Rumble, enfin... Tellement de champions méta pour les bonnes raisons qui finalement se font voler une de leurs qualités par Sylas, qui a déjà, encore une fois, un kit de base absolument terrifiant. Excellent duelliste, bien entendu, ça aide beaucoup sur le profil. Oui, c'est vrai que le champion en phase de lane, dans les escarmouches, est juste monstrueux. Knight, on revoit ses stats. Il a martyrisé les Koi, on peut le dire, bien sûr, pour son pic. Mais en plus, je pense que tous les mid laners de la Terre doivent aimer jouer Sylas, c'est-à-dire que c'est un champion qui est quand même très agréable, que tout le monde doit spammer. Donc... Alors, il y a des Sylas qui sont meilleurs que d'autres, mais je pense qu'à peu près tous les mid laners ont un Sylas. Ouais, et leur point commun, c'est que le laning n'est vraiment pas la priorité. Ouais, le laning, pas forcément la priorité, c'est surtout mais la prise de fight. Tu vois, il faut flank, il faut être assez créatif, entrer dans les teamfights au bon timing. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et je pense que c'est la différence entre les très bons joueurs de Sylas et ceux qui sont un petit peu plus. C'est aussi un champion qui a besoin de coéquipiers. Faut se le dire quand même pour le coup. En compétitif, il a vraiment besoin de. Il peut pas être en première ligne véritablement. Oui, ça marche pas. À moins d'avoir un ulti Alistar éventuellement. Mais... Éventuellement. Il a le défaut que si tu passes derrière, par contre, dans certaines compos, tu passes derrière avec Sylas, t'es plus ou moins inutile. Hein. Ça peut être rude, c'est vrai. Il peut y avoir des conditions difficiles. Alors, mesdames et messieurs, on avait envie de vous montrer également une petite interview de Flandré, le top laner des Anyone's Legend, qui s'est exprimé. On revient juste après la vidéo. À tout de suite. Et on est backstage au MSI ici après la victoire de Anyone's Legend contre FlyQuest. Et j'ai Flandré avec moi pour parler de cette victoire. Thank you so much for joining me. On aura Wendy avec nous évidemment pour nous faire la traduction. I want to talk about the fact that it's the first time you come to MSI. So what is your resolution? What is your goal this time? 我虽然我第一次来 MSI， 但是因为我是比较那种说出来就很容易反着来的，所以我是不太敢说自己的决心的。我就还是希望我们队伍的东西能够打出来就好。然后对于我来说，我第一次参加 MSI 也是比较紧张的，因为我打这么久职业也没来过 MSI 嘛，而且也是我比较久没有来世界赛嘛，所以可能第一把还是稍微有点紧张，但是后面调整了就没事了。I'm not going to talk a little bit more about my goal because I thought all the things I said could be the curse for the team. Oh no. Yeah, but I believe we're going to just try our best to showcase a good performance to all of you on stage. And also, yeah, this is my first MSI, although I'm the veteran, and I haven't played on the international tournament for such a long time. So actually, I'm kind of nervous on stage, a little bit stressful, but definitely we're going to just put it down and to try our best to make a very good adaptation into the pace of this tournament. We definitely did amazing so far, especially playing against Bwipo. He is a weird top laner, as we call him in Europe, with a lot of weird champions. How was it playing against him and his champion pool, especially given the fact that you had the blind pick every time? 今天面对到比巴，我最大的感觉就是，其实如果我先出上单英雄的话，我会面临比较大的压力吧，因为我是猜不透他会用什么英雄来打我，比如说那把的铁男啊，还有最后他候选的圣，其实都是在我这里猜不到的，所以对于我对线来说，可能有一点未知的恐惧吧。但是就基本上以稳住对线为主吧，可能跟他对线的话。
For Bwipo, definitely he's a great player, and I always feel a little bit scared if I just got my top lane champion first because I don't know what he's going to pick for the top lane matchup. For example, in the first game, that Mordekaiser, and the last one that Shen, I didn't expect that. So it could be a little bit pressure, especially for the laning viz, because I don't know what he's going to do for the actual game. Last question that I have for you, as one of the veterans of the team, of course, and veterans in the LPL, can you tell me about the impact that Tabe had as a coach since he joined the team a year ago? 其实他比就一直都是在赛场能够给我们特别大的信心嘛。就比如说我们第一把就算失利了，但是他也会非常认真的告诉我们，其实阵容一定是没问题的。我们现在要做的就是调整好心态，我们不要这么久没打比赛畏手畏脚的，然后失误也比较多，我们一定要调整过来。所以我觉得他比在赛场上给我们很大的信心，然后让我们能够专注在我们比赛里面。I must say, Tabi really boosts our confidence on stage. For example, after the loss of Game 1, he just told us, guys, we have a great BMP, we have a great draft, so what we need to do is really to calm down, have a very good mentality, concentrate on our own performance, and after that, he just helped us to make a very good adaptation and help us to just do better for the upcoming games. So I really feel like he's so helpful, and especially to just build up the confidence for the team. Hopefully he can lead you to a trophy. Xie. Thank you so much for the interview. Wendy, thank you so much for the translation. Et de retour à vous, monsieur. Merci à Laure donc qui a pu enregistrer ça avec Flandré hein, qui disait bon on se donne pas d'objectif, ça curse. Toi tu connais les curses, Pixou, tu es sensible à ça? Je connais, je m'exprimerai pas sur le sujet. Je vois. Par contre, j'aime bien, il dit ça peut être stressant de jouer contre Bwipo, quand tu blind pick, tu sais pas ce qui va sortir. Bon, il sort un truc, mais derrière il se fait enrhumer, donc c'est stressant, mais. Ouais, tout doucement, quand même. Il a quand même pas mal maîtrisé son Mordekaiser. C'est vrai, il parlait donc en dernière question de Tabé et de l'impact sur l'équipe. Hein, et il louait les qualités du coach des Anyone's Legend qui clairement est une sacrée pointure. Hein, on peut le dire honnêtement, un coach qu'on voit dans quasiment dans tous les bons projets du côté de la LPL. Ah, surtout que c'était un joueur à mon époque. Hein. Comme moi, j'ai oui. joué, il était support en 2013, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et il jouait avec Uzi à l'époque. Ouais. Et par contre, j'ai jamais vu un seul joueur asiatique dire qu'un joueur européen était nul. Il dit toujours. Ouais, mais il joue bien, il est pas mal. Et non, ça me fait toujours rire parce que. Ils sont polis. Ouais, voilà, ils sont polis, exactement. Alors que chez nous, ça flame comme ça à tour de bras. Après, ça se fait démolir en coulisses. Hein. Pas la même culture, les amis. C'est comme ça. Donc voilà, quelques mots de la part de Flandré, qui est un joueur peu connu. En Europe, même si encore une fois il a gagné les Worlds en 2021 avec EDG, mais je pense pas que ce soit le joueur qui ressorte le plus lorsque vous pensez à un top laner de LPL, mais très très bon joueur, très polyvalent. On va continuer à parler de Gen.G contre Anyone's Legend après un petit tour du côté de Vancouver, justement, mesdames et messieurs, puisqu'on a Laure en direct, en duplex depuis là-bas. Laure, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends, oui. Vous m'entendez bien? Bah ça va, on t'entend bien. Je m'entends en double par contre. Ah, le son doit être un peu fort sur le plateau, je pense. Ah, ça boit quoi en ce début d'après-midi? Ça boit un ice latte. Ice latte. J'ai pas beaucoup dormi, donc voilà. Toi aussi t'as des problèmes parce que nous aussi, alors bon, on n'a pas le même créneau horaire que toi, mais les nuits sont complexes. Ouais, enfin, comment dire, même si je me suis un peu habituée au jet lag, en fait, je m'endors vers 22-23 heures et je me réveille toujours automatiquement vers 4 heures du mat. Parce que, je sais pas, mon cerveau se dit, il doit être 10 heures du mat en France et donc j'ai eu du mal à me rendormir cette fois-ci, mais c'est pas grave. C'est un peu chiant parce que ça va peut-être être une longue journée, mais c'est pire pour vous, donc je vais pas me plaindre. Ouais, bah on va voir effectivement. Alors Laure, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette journée de MSA? Est-ce que tu as pu approcher, alors on pense aux équipes occidentales notamment, parce qu'on a ce match G2 contre FlyQuest, éliminatoire en plus de ça, donc une des deux équipes rentre à la maison. Ce serait mieux pour FlyQuest, ils sont pas très loin. Ouais, bah, on préférait les renvoyer chez eux, hein, forcément. J'ai fait une interview avec Bwipo il y a quelques minutes. Bon, forcément, interview, broadcast, etc. Il n'y aura pas grand-chose. Mais en off, il m'a quand même dit qu'il allait faire du sale à Bibi. Donc on va voir parce que bah, voilà, Bwipo
Bwipo, il est agressif. Bwipo, je pense que c'est 2 joueurs qui ont de l'ego et à mon avis, ça devrait se bastonner sur la top lane. Mais Bwipo arrive déterminé et arrive forcément avec le mindset qu'ils sont meilleurs et qu'ils devraient gagner ici. Donc, je pense pas que ce soit un excès de confidence. Je pense que objectivement, FlyQuest a montré des choses bien meilleures que G2. Donc ça, c'est pour l'état mental de FlyQuest. De l'autre côté, je suis allée voir Romain avant d'aller vous voir. C'est marrant parce qu'en fait tous les joueurs ont l'espèce de bague, bracelet pour traquer genre le sommeil, etc. Puis t'as Romain qui a son portable littéralement où il traque le sommeil de tous ses joueurs. Et les joueurs, non mais c'est voilà genre combien de temps ils ont passé en REM, combien de temps ils ont passé réveillés, etc. pendant la nuit. Le bilan c'est que Bibi a mal dormi. Le reste très bien, voilà, le reste tout va bien. Romain, je lui ai dit qu'est-ce que tu peux me dire que je peux apporter sur OTP. Forcément, c'était des réponses assez RP comme d'habitude. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de ce côté-là, si ce n'est que je pense que c'est l'analyse que vous avez, c'est que ça va se jouer au niveau de la jungle parce qu'on a 2 joueurs qui ont des profils très très similaires et qui vont pas faire grand-chose avant leurs 2 premiers cycles de jungle. Mais si le premier qui arrive à choper un kill ou le premier qui arrive à invade l'autre va avoir la confiance nécessaire pour avoir la communication nécessaire et la confiance nécessaire pour aider son équipe au max. Donc moi je regarde surtout dans la jungle pour ce match-up et du côté de FlyQuest pour avoir parlé à Inspire et pour avoir parlé à Romain du côté de G2, tout le monde est d'accord sur le fait que ça va dépendre beaucoup de l'ego et de la confiance des junglers. Et tiens, une petite question, parce que toi, du coup, forcément, t'es dans... Enfin, je veux dire, le Europe versus NA, techniquement, tu le ressens jusque dans le broadcast. Ça donne quoi avec... ça donne quoi entre les collègues américains et européens? Est-ce que vous faites Flame 4 juillet, c'est quand même déclaration d'indépendance des États-Unis. Hein, donc, on est sur une date qui est assez historique et emblématique pour avoir un match EU contre NA. Moi, j'arrête pas de les flame et Shox aussi en mode vous allez enfin savoir ce que c'est qu'un kilomètre. En plus, on est au Canada, ils utilisent le système métrique. On s'en fout plein la gueule. On s'en fout vraiment plein la gueule. Notre pré-show va pas être vraiment beaucoup d'analyse. Ça va surtout être du banter entre les deux régions. Le problème, c'est que on peut pas trop se foutre de leur gueule vu les récents résultats, quoi. Donc on y va avec humilité en espérant une surprise, mais eux par contre genre ouais non mais on est bien meilleurs, etc. Genre ça bombe le torse et tout. Donc j'aimerais bien qu'ils la ferment. Je les adore, je dis ça avec amitié évidemment. J'aime vraiment beaucoup mes collègues. Mais s'ils pouvaient la fermer à la fin de la journée, ça me ferait plaisir. D'accord. Bah écoute, on va compter sur G2 pour ça. Et t'as un petit prono pour ce match? Putain. C'est dur. 3-0. 3-0. Vas-y, 3h. Et t'as un petit prono sur le Anyone's Legend Genji? Parce que beau match aussi. Hein. Alors ça va être intéressant. Ouais, alors pour le coup, j'ai parlé à Shanks. La dernière fois parce qu'il y a une espèce de mème, je sais pas si vous en avez parlé, où la LPL dit LCK has Chovy et LPL has Shanks. Donc je suis d'accord. Voilà, c'est un mème plus qu'autre chose parce que Shanks c'est quand même assez récent sur la scène internationale. Mais il a des étoiles dans les yeux. Hein. Déjà, il a rencontré Faker, il a échangé son maillot avec Faker. C'était vraiment un gamin à Noël. Et quand je lui ai demandé ce qu'il pensait du match-up contre Chovy, il m'a dit c'est le match-up dont j'ai le plus hâte. C'est un joueur qui respecte énormément. Il a vraiment hâte de jouer contre lui. Apparemment, Tarzan l'a pas mal aidé parce qu'on sait que Tarzan, de toute façon, était même si c'était à l'ancienne, un ancien teammate de Chovy. Et c'est beaucoup de renforcement positif sur Shanks pour pas qu'il... Désolée, c'est hyper dur de parler, je m'entends vraiment d'eau. Donc apparemment Tarzan a fait beaucoup de renforcement positif auprès de Shanks pour qu'il ait confiance en lui aujourd'hui et qu'il se laisse pas impressionner par Chovy. Mais Shanks, il arrive vraiment un gamin à Noël, quoi, à l'idée d'affronter Chovy. C'était hyper mignon. Bon, moi je vois pas pourquoi. Tarzan, de toute façon, il a qu'à dire à Shanks, écoute, j'ai carry Chovy sur le début de sa carrière. T'inquiète. Je connais la bête. Ok, merci beaucoup, Laure. Est-ce que t'as un petit truc à ajouter avant qu'on retourne, nous, à nos petites discussions, bien sûr, de pré-match? Pas grand-chose, si ce n'est que ça va après hier pour Siwad. Nous, tu sais, nous avec Twix, on est rodés, hein, ça fait 12 ans qu'on les suit. Rien d'inhabituel jusque-là. Ouais, il y a quelques games, ça faisait pas les malins quand même, hein, c'est la vérité.
Non, mais hier, backstage, ça tirait la gueule. Vraiment, 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 vraiment. Alors, ce qui était marrant, parce que bon, les joueurs, forcément, tête d'enterrement, même s'ils avaient gagné, le seul qui souriait, c'était Coma. Ça m'a quand même fait assez rigoler. T'avais Mata qui était hyper neutre. Je les ai croisés dehors parce que bref, ils traînent dehors avec les autres coachs et les membres du staff. Et Coma qui arrive, genre tout sourire, etc. Alors que vraiment tout le monde chez Simone, c'était tête d'enterrement, quoi. Donc, voilà, on verra au prochain round. Sinon, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est pas dramatique, on connaît les starts difficiles, tout le monde fait la gueule. Ça fait pire que ça. Voilà. Faker a même mis un coup de boule à un mur une fois. Exactement, et le mur s'est excusé. Voilà, donc, le mur s'est excusé, effectivement. Ah, je croyais que vous étiez sérieux, genre. Ok, d'accord. Ils sont sérieux. On est sérieux. On est serein ici, pas de problème. Okay, cool. Merci beaucoup Laure pour les petits insights donc, et bonne chance bien sûr pour la journée. Merci, bonne chance, ça devrait être une longue nuit, je l'espère en tout cas. On l'espère aussi, Force à vous les gars. Merci, salut. Allez, bisous, ciao. Voilà, mesdames et messieurs, donc petits insights sur les games qui arrivent. Bibi qui a mal dormi, Bwipo qui est sûr de son fait et qui se positionne en prédateur dans le match-up. Je sais pas, les deux, ils ont fait des dingueries sur leur top lane. Donc, franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Les deux peuvent être brillants comme ils peuvent être complètement éclatés au sol d'un match à l'autre. Hein. Pas forcément celui qui parle le plus, qui m'inspire le plus confiance. Je suis plutôt de l'autre côté, moi. Il a toujours été coquille, Bwipo. Bah ouais, toujours beaucoup parlé. Il est un petit peu hyperactif, j'ai l'impression. Tu vois, il parle beaucoup. Ah ouais, non, c'est clair. Il joue. Et ouais, s'il est bien dans sa game, par contre, ça peut être effrayant. On va voir. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de game où il était bien. Donc. Malgré 4 counter-picks, je le rappelle. Oui. Ouais. Continuons à parler de ce Gen.G Anyone's Legend et notamment de Tarzan, bien sûr, Tarzan qui va retrouver le mid laner avec qui il a véritablement explosé sur la scène professionnelle. Mais un Tarzan, messieurs, voilà, quand on fait le bilan un peu, alors on en avait déjà parlé plus tôt dans la compétition, mais quand on fait le bilan du côté de Tarzan, eh bien, c'est le joueur récompensé le plus tardivement dans sa carrière de la très très belle génération Griffin. Voilà, son premier titre, c'était ce Spring de LPL. Et pas de titre inter, hein, alors que tout le monde s'y met. Chovy, il l'a eu. Viper, il l'a eu. Bon, même si c'était pas en Corée du Sud. Les Hens, il a trigger également. Doran, c'est en route. Doran va l'avoir. Voilà, donc. C'est où je veux en venir, c'est que Tarzan. Il serait peut-être temps de faire les bons choix. Non, c'est peut-être le bon choix. Il faut arrêter de choke. Hein. Alors, un point quand même important, messieurs, c'est-à-dire que, en général, les compétitions internationales de Tarzan commencent bien. Mais il y a un moment où ça fait mal. Il y a un moment où il y a un BO, on prend une claque colossale. Est-ce que ce serait pas un peu le Chovy de la jungle? C'est-à-dire que dès que tu arrives en quart, en demi... il a grandi avec lui. Bah oui, ça te choque, c'est tout. C'est vrai. Mais Chovy a fini par gagner son MSI. Et on voit quand même, on voit ces fameux BO5 qui en général valent élimination. Alors là aujourd'hui, bien sûr, pas d'éliminer entre Anyone's Legend et Gen.G. Ça, on le sait. Malgré tout, est-ce que ça peut être le match? Est-ce que ça peut être le reality check aujourd'hui pour Anyone's Legend et pour Tarzan Yellow? Ouais, c'est difficile à dire. Hein. Je pense que la première game en dira long. Ça en dira beaucoup. Après, de là à juger hyper rapidement, je pense que c'est compliqué. Mais Gen.G a toujours été une équipe qui met du temps en fait à performer. Mais par contre, la capacité d'adaptation reste bonne des deux côtés. Moi, franchement, ce qui m'étonne, c'est les équipes asiatiques qui s'adaptent très bien et qui ont des bonnes drafts également. Donc, Canyon est meilleur. Ah ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont un peu meilleurs à tous les postes. Hein. En général, oui, mais sur le jour, Tarzan peut être meilleur sur une journée. Non, je pense que c'est impossible. Je pense qu'il est pas. Je pense qu'ils peuvent être even complètement. Je pense que ça peut se la coller. Mais dans l'intégralité d'une série, je peux pas imaginer un scénario où Tarzan surclasserait Canyon. Tout le long d'un BO, non. Parfait. C'est le moment. Ça marche à peu près à chaque lane en fait. Le truc, c'est que Canyon, tu vois. C'est un jungle qui va être très axé sur le. C'est le moment pour moi d'être casse-cue. Mais Twix, il y a 10-5 en faveur de Tarzan et des early games en faveur de Tarzan. Alors la qualité du jungler n'est pas automatiquement
lié bien sûr à la victoire de la team. Ce serait trop facile. Je me tue à dire ça depuis de nombreuses années pour certains junglers. Ce serait trop facile. Ce serait bien trop facile. Mais c'est pas impossible, bien sûr, qu'il remporte des games. C'est pas impossible qu'il remporte le BO. Juste, en termes de qualité de jungling, d'arsenal disponible, Canyon a vraiment tout ce qu'il faut. Toutes les disciplines maîtrisées par Tarzan le sont, à mon sens, par Canyon, avec du supplément. Alors, le supplément Lee Sin, vous me direz, oui, Tarzan, il a un Lee Sin aussi. Certes, mais est-ce que c'est... Canyon, attention. Est-ce que c'est le même que Canyon? Non. La Nida également, enfin tous ces plans de jeu un petit peu barbares qui peuvent être, moi je vois ça un petit peu comme des alarmes incendie, tu sais, briser la glace en cas d'urgence. S'il y a un cas d'urgence, il y a des trucs qu'on peut demander à Canyon que seul Canyon sait faire. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a finalement dans l'armoire de Tarzan, tu vois? Pas de trophée. Il y en a un maintenant, il y en a un. Une belle coupe en plus. Je trouve qu'il est plus proche du Peanut, tu vois, un peu. Tarzan, c'est comme ça que je le vois. Ah ouais, moi je le vois plus agressif quand même. Moi je vois plus aggro aussi. Enfin, je vois plus carry, tu vois. Je vois plus carry que Peanut. Ouais, parce que agressif. Peanut a son côté carry. Alors, il l'avait. Il a un peu. Non, mais il a encore, mais il a un peu. Pour moi, sur Wukong, c'est vrai qu'il a ressorti sa Nida. Alors j'entends. Mais pour moi, en général, Tarzan a plus un profil carry en moyenne que Peanut. Tu vois, je dirais ça comme ça. Plus fréquemment utilisé. Ouais, voilà. Après, bien sûr, il y a le cadre Genji qui t'impose un certain style, quoi. C'est sûr. Un feu Genji, bien sûr, HLE désormais. C'est sûr. Également, point intéressant, messieurs, on en avait parlé lors du ranking, bien sûr, mais Duro contre Kael, aujourd'hui, l'air de rien, 2 supports qui ont crevé l'écran véritablement cette année, qui ne faisaient pas vraiment partie des cadors à leur rôle. Yellow, peut-être 2 joueurs qui vont s'installer durablement sur la scène internationale comme deux géants. Qu'est-ce que tu penses de la confrontation? Est-ce qu'un des deux t'a plus convaincu pour l'instant dans l'entrée dans la compétition? J'ai beaucoup regardé KL, notamment LPL. Plutôt surprenant. Il a quand même une bonne synergie avec son AD carry Hope. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de bonnes games. Parce que en regardant toutes ces games, j'ai vu, allez, on va dire 3 voire 4 games sur tout un split où il n'a pas été excellent. Et moi, je pense que en LPL, faut quand même être assez constant parce qu'il y a quand même beaucoup de fights, il y a beaucoup de games, beaucoup de fights. Et donc, tu peux facilement faire quand même pas mal de loupés. Et par contre, Doro, après le style LCK, il est quand même un petit peu plus posé. Tu vois, c'est plus contrôlé, on prend plus de temps et c'est pour cette raison que Canyon, tu vois, c'est un jungle qui contrôle beaucoup plus. Là où Tarzan, lui, en LPL, ça va sur les dives, ça va jouer sur la pression de lane, beaucoup plus de choses. Donc, à mon avis, ça va dépendre de la performance des laners qui vont offrir des opportunités aux junglers. Après, c'est souvent ça. Indubitablement. Mais pour ajouter à ce que dit Yellow, effectivement, il parlait de stabilité, enfin, il parlait de contrôle. Je trouve aussi que c'est un peu plus stable du côté de Duro. Alors après, c'est un peu plus stable peut-être aussi parce qu'il y a un rouleur à côté. Qui, à mon avis, doit pas mal micromanage son support. Là où Kael, je trouve que... alors c'est normal, hein, c'est aussi un style plus LPL, c'est-à-dire qu'il y a de l'explosivité et parfois il y a des coups de génie. Et forcément, de temps en temps, ça passe un peu à côté. Il y a plus de games où j'ai pu regarder Kael et me dire bon, le move, il est quand même un peu merdé. Moi, Duro, je le trouve insane. Je vous le dis. Ouais, t'es un grand fan. Vraiment insane. Comparé à Kael. Surtout en teamfight, je trouve. Duro, il s'exprime beaucoup en teamfight. Comparé à Kael, je suis pas dans la comparaison, mais je suis complètement d'accord avec Elou. En fait, sur les initiateurs, les angles explosifs d'initiation qu'il trouve sont délirants. Ce sont Alistar contre G2, c'était une masterclass. Oui. Il est... je sais pas, il me fait un peu penser à un Alvaro qui aurait 4 fois plus d'opportunités, tu vois, si je peux donner une comparaison qui peut parler au public européen. Vous voyez, c'est tous ces moments où Alvaro nous fait une engage complètement folle à base de rel ou un grab de Nautilus qui est borderline illégal. Moi, Duro, je le vois comme ça, mais avec surtout une stabilité, un taux de réussite, pas une stabilité, un taux de réussite sur ses engages qui est pas loin de la perfection. Son BO contre G2, je l'ai trouvé complètement dingo en réalité. La Poppy, mais ce qu'il a fait à la Brof. Ouais, la Poppy, c'est à la Brof, les amis, c'est complètement fou. Moi, je le trouve vraiment sur les initiateurs, je le trouve insane. Ouais, en tout cas, deux joueurs qui aujourd'hui peuvent vraiment marquer leur premier gros coup dans leur carrière internationale, parce que c'est ça en fait, hein. Rencontre LPL, LCK, dans le winner bracket du MSI. C'est leur première compétition internationale O2. C'est leur premier très gros test international en réalité. Le premier match, on va dire, c'était la chauffe.
de chaque côté. Et puis c'est la première vraie rencontre entre équipes asiatiques aussi. C'est-à-dire que chacun a tabassé, on va dire, les petits de la cour de récré. Voilà, c'est les lycéens qui vont tabasser les maternelles ou les collégiens qui sont un vrai match, quoi. Ouais. On est d'accord, ça va être du costaud. Messieurs, G2, FlyQuest, le premier match de la soirée, mesdames et messieurs, le match qu'on a tous très envie de voir. Ce sera peut-être pas aussi beau qu'un Gen.G Anyone's Legend, mais ce sera aussi drôle. Mais l'enjeu est absolument colossal, puisque je vous le disais tout à l'heure, mais c'est match éliminatoire. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de question de tentative. Là, les mains peuvent trembler. Ah, c'est do or die, et c'est pour ça que l'issue reste aussi incertaine, malgré la pleine confiance des deux côtés, j'imagine. C'est enfin, le stress est monumental, quoi. Le stress est monumental. L'historique des UENA, messieurs, vous l'avez en tête ou pas? Bah, il est pas fameux. Hein. Ouais, récemment, je pense que c'est plus UENA qui gagne. Bah ouais, le problème c'est... Bah ouais, hein, il y a quand même... inversé. Il y a quoi? Il y a 2-1 pour G2 contre FlyQuest. Le WC, à l'eSport World Cup. On la compte pas, l'eSport World Cup. Mais le MSI, Fnatic s'était pris une petite pastille. Alors qu'ils avaient bien joué leur BO, justement, je crois que c'était contre TES. Ils avaient bien joué leur BO précédent. Et après, on s'est dit, franchement, pourquoi pas, pour aller se faire misérablement sortir par Team Liquid, c'était assez décevant. Ouais, la réalité, c'est qu'effectivement, ces dernières années, les amis, on n'est pas au top contre les NA. C'est une énorme lose, en vrai. Énorme lose, c'est pas qu'on n'est pas au top. Même au first stand, la cassette qui avait perdu. Pour le coup, c'est pas un fardeau qui est porté juste par un maillot, c'est tout le monde. Il va falloir se réveiller du côté de l'Europe. Ça peut commencer aujourd'hui. Est-ce qu'on est confiant, les amis? Est-ce qu'on est confiant? On est confiant du côté de Noix. Excellent. Est-ce que je peux te donner des raisons d'être confiant? Regarde, G2, au round 1 du loser bracket du MSI, il y a un historique en 2023 et 2024. Quand G2 est dans ce match-là, c'est 3-0. Ça va vraiment chercher des trucs. Parce qu'on a tellement... Mais comment ça? On a tellement rien. Attends. T'es en train d'accuser l'équipe édito de trouver des moyens... Ouais. Complètement. En plus, je connais l'allégeance de certaines personnes qui font l'édito. On a tellement rien trouvé pour mettre G2 en avant qu'on va chercher des trucs obscurs sur là-dessus. Je trouve que c'est pas du tout une coïncidence. Ah. Il paraît même que ce serait le même match du haut du bracket lower et pas le match le match numéro 1. Ouais. Donc voilà, c'est la place favorite. Bon, j'ai envie de dire, c'est parfaitement vérifié. Il y a un échantillon. Il y a un pattern. Il y a un échantillon de l'Est, un échantillon de l'Ouest. Non, c'est solide, c'est du béton, comme on dit. C'est des beaux arguments d'analyse. Hein. C'est du béton. C'est solide. Mais c'est parce qu'on les paye très généreusement qu'ils peuvent nous sortir des statistiques aussi poussées. Tout à fait. Ah oui, c'est de la recherche vraiment de pointe, les amis. Hein. Merci Draco, merci Xen, merci Monsieur Yordle. Il y a une question sur le chat qui me dit en 2022-2021, il n'y avait pas le même format. À ce moment-là pour le MSI. Non mais bien sûr. Parce que là on part vraiment du round 1 loser bracket. Oui. C'est une stat très pointue. Très pointue. Non mais faut pas confondre les amis. Voilà. Bon, t'en as d'autres des assets de foutage de gueule? Restons concentrés. Comment ça des assets de foutage de gueule? Là je dis juste que, comme on dirait en anglais, back against the wall, G2... They perform. Voilà, exactement. G2 est là, tu vois. G2 met un 3-0. Donc les amis, en réalité, FlyQuest est gentil, Bwipo est confiant. Mais ce soir... C'est sans doute 3-0 pour G2. C'est pas le bon match, malheureusement. Attention, Bibi a mal dormi. Pour être confiant, tout simplement. Messieurs, est-ce que vous voulez une petite interview d'Inspired? Parce que là, on a parlé un peu de G2. Quel est le... je vais dire non pour le principe. Moi, j'ai une question. Super, Noah. J'ai une question. Il a un chewing-gum ou pas? Bichente, il a un chewing-gum ou pas? Et je crois qu'il a un chewing-gum. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pissé. Inspired, thank you so much for joining me ahead of your next game, FlyQuest versus G2 Esports. Yeah. EU versus LTA. Now, I'm really excited about this, but how excited are you about facing EU right now? I mean, I already said before the tournament, like every team you face is a pretty good team here. Like there is no free wins, so like even we are going into loser bracket, we still have to face G2, and I do have a lot of respect to G2 players, especially Caps. I mean, Caps is the goal of EU, so it's gonna be a tough game, but. They've been looking pretty shaky recently, and I think we also have good games, bad games. I think we might be able to beat them. Can you elaborate a bit on that? I know you don't want to say too much, but what do you think has been some of the issues G2 had so far? I feel like in their games, it felt like they were a little bit scared to die sometimes, so they were like giving
a lot of space, at least in their Genji series, and I think it was also the reason why they had the troubles in the playing stage. I felt like they were in good stages in the game, and sometimes they were just scared to die, so they didn't take damage, or they were positioning kind of defensively, and I think that's why they had problems. All right. Because overall, I think they are pretty good players, so they shouldn't have problems in planes, and yeah. All right, confidence maybe. Yeah, I on think their side. that's how it looked like watching them. All right. Maybe they didn't have much confidence. And a couple months ago, you had some words about EU junglers. Skewmond was one of them, praising him actually, saying that he's maybe one of the best we have in Europe right now. You're about to face off against him, so what is your read on Skewmond and maybe his progress? Because you've been in his shoes once. First international stage, first split in the LEC. Talk me through what you've been thinking about him. I think he's very solid. Like, he doesn't really make any too aggressive plays. I think he just plays by a book. Like, whenever he's stronger, he will try to do something. When he's weaker, he will just not contest at all. I think it's a decent playstyle. I think though when you play against the Asian teams, like, you kind of need to go for some X factors because you are usually weaker as a team, so this playstyle doesn't really work that well. But I think in like even games when the teams are pretty on the same skill level, I think he's very solid. Like, he doesn't make many mistakes. That's from watching him, and he is also really high elo in solo queue always. So it means that he takes every game very seriously, like always tryhards. So I think he's a solid player. I think we have to play well if we want to beat them. All right. Now, EU versus NA. Long-time rivalry, but it's actually one of the first times we get a best of 5 and first time we get fearless drafts. What does that mean to you? I don't know. Last time I played the best of 5 against EU and I was in NA, I think we won. It was against Mad Lions. Was it the last one? Yes, you would have won, yeah. Yeah, but we lost the last series against the G2. We played against them. We lost 2-1, I think, in best of 3. I don't know. Maybe this time we'll win. We'll see. We'll see. I think my record against Caps is not that great. I think he has advantage in that, but maybe this time I'm gonna beat him. We'll see. I know you respect the team a lot, but do you have any message for all the EU fans looking forward to this game as a former EU jungler? Of I mean, everyone's gonna be rooting against me, so I don't know what I should say to EU fans. We'll try to keep it entertaining, and I'm sorry if we beat the G2. Come on, best of luck. Thank you so much, Inspire. Voilà, Inspired qui honnêtement ça, genre, il le dit, du respect sur Skewmond, il trouve qu'il a un bon playstyle en général, peut-être trop prudent face aux équipes asiatiques éventuellement. Il parlait de son record contre Caps aussi, qui est pas terrible, les amis, et justement on l'avait non, ça c'est pas le bon du côté de la régie, pas le bon non plus. Mais là où je suis je suis très d'accord par contre 23-7, c'est que les G2 ils sont pas en confiance et il y a beaucoup d'hésitation dans les moves, il n'y a pas l'agressivité qu'on peut leur connaître dans leurs meilleurs jours, et ça c'est un problème qu'il va falloir régler. Après, ça dépend, parce qu'on a quand même un Caps qui a montré des choses qu'il a faites auparavant. Donc, je sens que Caps a repris en confiance. Mais en tout cas, ce qui est inquiétant et rassurant à la fois, c'est que si on a un Caps des bons jours, G2 risque d'être plutôt performant. On l'espère. Alors, on parlait justement, vous voyez, Twix c'est parti, mais pas très loin, les amis, puisqu'on a voulu revenir sur certains points de draft concernant les FlyQuest. Parce qu'effectivement, un truc qui est pas mal ressorti dans leur BO contre Anyone's Legend, c'est leur draft, que moi j'ai trouvé hors de la game 1. Tout assez contestable. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Justement, on va pas la regarder, la game 1, parce qu'elle était bonne, donc elle nous intéresse forcément moins. Non, on va voir à quel moment les questions se posent, et on va essayer de rentrer un petit peu dans la tête des FlyQuest pour essayer de trouver une justification. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans la game numéro 2 de cette série Anyone's Legends FlyQuest. Donc, FlyQuest sont gagnants. À elle récupère Blue, donc on progresse dans la phase de draft numéro 2, enfin dans la deuxième draft du BO. Priorité absolument folle sur Ryze. Ryze, on sait, pick extrêmement polyvalent, avec les bons bans, bien sûr, tels que Cassio, par exemple. Il y a vraiment de quoi cook une laning phase et une conversion en side tout à fait prometteuse. Mais généralement, Ryze, c'est un champion où tu veux avoir l'assurance d'un match-up tout à fait correct, surtout pas se faire outrange, ce genre de choses, et surtout en face, tu veux pas véritablement avoir une draft qui crée trop d'espace non plus. Donc il a des faiblesses, ce bon Ryze. Imaginez si la draft des FlyQuest était exclusivement composée de range, on aurait été dans une panade vraiment absolument terrible. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important en fait, c'est la réponse. Donc on voit Ryze et on décide de répondre avec un terrifiant Victor Vi. La VV, certains diraient, mais c'est... Et là, c'est ce qu'on peut appeler une réponse absolument dégueulasse.
Pourquoi ? Parce que Vi a des champions qui la chassent, en quelque sorte, dans la jungle. Ils sont assez nombreux et les plus populaires aujourd'hui sont véritablement Wukong et Trundle. C'est la pole position vraiment du counter pick de Vi. On pourrait rajouter éventuellement Viego à ça à cause des interactions Vi-Viego et à quel point c'est facile pour un Viego de récupérer un reset et de dodge l'ultimate. Donc à partir du moment en réalité où on a cette situation, déjà tu sais que c'est la merde. Mais c'est pas fini. Même sur la mid lane. Déjà, on a un Ryze contre Victor. Ryze va pouvoir push. Il va pouvoir push. Il a un jungle qui a de la pression. Bah, Voilà. ils peuvent impacter le mid, la jungle, les sides. On a le push ici, on a le match-up là. De l'autre côté, il n'y a rien. Donc à partir du moment où on discute de 2v2, c'est terminé. Et même Victor Vi, en termes de synergie, c'est pas. Oh, bah tu sais, il y a l'ultimate. Mais Et à la fin de l'ultimate, t'es comme stun, synergie. Ah ouais, d'accord. Je sais pas trop. Ouais, à 30 minutes de jeu. Mais après, on a oublié quelque chose, c'est que les barres de points de vie, il faut les faire descendre au bout d'un moment. Et la grosse massue de Trundle, bien sûr, a fait un bien meilleur travail. Après, bon, il y a la dynamique de counter match-up mort de Kaiser Yorick. Où... Le petit truc, on a cru un peu, on s'est dit, ah, Voilà. peut-être. Sauf qu'il s'est vomi dessus. Sauf qu'il s'est pas vomi dessus, il s'est fait soulever. Je pense Oui. qu'on peut plutôt le dire comme ça. Oui. Flandré lui a fait des choses vraiment très très sales. Mais pour le coup, on sait que le match-up aussi n'est plus aussi one-sided qu'on a pu le connaître, puisque la Maiden vient follow le Mordeux dans le royaume des morts. Et c'est pas terminé, parce qu'après, on rentre dans la phase de ban numéro 2. Donc là, ici, on va s'intéresser à ces positions. On décide de virer Kai'Sa Bard et Lucian Hez. De l'autre côté, la réintro, elle est pour qui ? Bah, pour FlyQuest. Elle est pour FlyQuest. C'est quoi cette merde ? Bah. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi c'est nul ? Parce qu'il y a des interactions négatives. Ouais, le pilier. Ah, c'est le Trundle ne demandait pas Que autant fait d'attention. Kalista face à Trundle. La réponse, c'est du pole dance. C'est tout. Elle Et ne fait véritablement, elle tourne autour du pilier. hein. Elle ne peut rien faire. C'est un des spells les plus terrifiants pour tout joueur de Kalista, sauf si vous êtes en mode arena et que vous avez une attaque speed indécente et que vous faites à moitié bugger le jeu. Mais sinon, ce n'est pas possible. Oui, mais- C'est absolument unplayable. Mais surtout, il y a un autre problème, c'est que le 2v2 par rapport à une Kalista, bon, on a souvent cette impression que Kalista remporte le 2v2 parce que ouais, ça go in, il y a Renata, il y a Nautilus, patati patata. Le truc, c'est qu'il y a vraiment des moyens ultra sweet pour la pacifier, cette Kalista. Il y a Ashe, enfin, il y a de la range essentiellement. Ashe, qui est bien sûr l'un des principaux prédateurs, mais tu peux penser surtout à des supports mages qui viennent un petit peu la démarrer. Nico en fait partie. Donc, la position, jouer Kalista, ok, bon, admettons, tu veux jouer Kalista. Pourquoi tu la prends là ? Pourquoi tu prendrais pas Nico là, par exemple, si tu veux jouer Kalista pas Ah, parce qu'après, en plus, alors bien sûr, Pourquoi te la voler ? Renata, c'est bien avec Kalista, mais t'as bien joué Nico dans Renata aussi en phase de lane. Tu as choisi également de jouer Renata dans Nico. Ouais, c'est terrible. Ce qui est terrifiant, encore une fois, et ce qui fait partie des profils que Renata ne veut absolument pas face. Bref, franchement, c'est tout. Bah là, en réalité, qu'est-ce que tu prendrais en pick 4, en R4 En Parce que R4 ici, soit tu prends un AD carry, soit tu prends un décalé, soit tu prends la Nico. Si tu veux jouer en tout cas avec une botlane qui gagne, ce qui a priori peut se défendre, étant donné que tu veux jouer sur des strong side, bon, qui normalement serait ton Mordeux, mais peut-être que Vi n'est pas véritablement l'outil qui permet le plus d'appuyer un Mordeux, qui a plutôt envie de forcer le jungler adverse sur lui. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été designé. Si tu veux jouer sur un strong side, bah, tu prends généralement le strong support qui reste dans la pool, qui est bien évidemment Nico. Moi, je pense que le R4, c'est Nico si tu veux jouer sur une botlane qui gagne. Il n'y a pas tellement d'autres choix qui soient disponibles, vu que d'autres combos sont out. On voit des Caitlyn qui reviennent pas mal aussi. Ça aurait pu être une option à envisager. En tout cas, si tu veux gagner ta lane, tu prends pas une Kalista avec une réponse Nico available derrière dans un Trundle. Ça n'a pas de sens. Et c'est même pas la pire draft qu'ils ont fait dans ce BO. Et c'est même pas la pire. Et là, on va aller un petit peu plus vite parce que celle-ci, c'est quand même quelque chose. Il est vrai que c'est... Alors, on va suivre, hein, bien entendu, l'évolution de la Fearless, quand on va évoquer les potentiels choix. Mais bref, ouverture en TF. Ah, normalement, je sais pas, moi, j'ai regardé les tier lists du MSI sur les champions. Tout le monde me dit que TF, c'est le pick le plus broken du jeu. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'a pas encore gagné, je crois. Hein. Il n'a pas encore gagné. Ouais. C'est autre chose. en scrim, c'est toujours fort. Moi, je me dis qu'il n'y a pas d'erreur. Pour l'instant, le pick TF, on va pas véritablement attaquer, mais on voit une réponse Varus, Wukong, justement, de l'autre côté, avec un Varus qui a généralement la prétention de gagner, justement, la laning phase bot. Bon, après, on va opter pour une réponse Jhin Alistar, ce qui peut
éventuellement encore s'entendre parce qu'il n'y a pas les pics qui sont absolument incontrôlables. Mais le problème, c'est que derrière, on va se retrouver face à un Sion, face à un Braum, qu'on va pas véritablement envisager de plan de jeu particulièrement orienté en side laning. On aurait pu envisager une Camille ou quelque chose du genre. Le Viego. D'un petit peu plus prédateur. Non, on va aller sur une composition teamfight où on veut isoler un gars, on veut le stun, on veut le buter avec Viego et on veut faire des miracles. Bon, ils n'ont pas si mal joué, mais on a bien vu que ce plan de jeu, il était bancal. Et enfin, on termine. C'est même pas la pire draft. Avec celle-ci où, qu'est-ce que c'est que ce... Comment c'est possible là, comment ça se fait que c'est honteux. Poppy mais même ta arrive et défonce lui. Même Nautilus. Lui. Comment c'est possible et comment tu veux tuer quelqu'un avec tes 2 carries qui sont des mages? On est d'accord. Merci Twixou. Et donc c'est une des grandes questions, messieurs, pour aujourd'hui. FlyQuest quand même, c'est vrai que ça joue pas mal, mais qu'est-ce que ça drafte mal? Je suis d'accord, c'est leur le gros point noir. Et là où je trouve que G2 ont mieux draft, mais ont fait des beaucoup plus grosses erreurs in-game. Et en vrai, c'est pour ça que l'un et l'autre, ils arrivent tellement avec des défauts qui sont pour moi gigantesques que c'est assez aléatoire. Eh bien, on va voir, bien sûr, les pronos, qu'est-ce que ça donne? Double 3-0, let's go! Ah oui, t'as mis 3-0. Moi, je suis tombé dans le camp des FlyQuest, messieurs, aujourd'hui. J'ai du mal à croire au G2, mais on va partir sur un 5 game. Il y a un Anyone's Legend ou pas? Il y a Shriek sur Anyone's Legend. Il y a Shriek en solitaire sur Anyone's Legend. Shriek d'ailleurs qui va être au cast de la première game de ce G2 contre FlyQuest. Très bien, voilà les pronos du jour, mesdames et messieurs. Et est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr, Europe contre Amérique du Nord, match éliminatoire. On vous a parlé du contexte, on vous a donné les clés du match. Et bien maintenant, reste à voir ce que les deux équipes ont dans le ventre aujourd'hui. Introduction et on est parti.